Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes de l'actualité de la semaine en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Ziad Limam est avec moi, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad et bienvenue. Par Skype, nous avons avec nous Patricia Alémonière, grand reporter. Bonjour, merci beaucoup de participer à l'émission. Bonsoir. Et puis, par Skype de Bruxelles, cette fois, Nicolas Vado, bonsoir, dessinateur pour Le Vif et pour L'Écho, membre de Cartooning for Peace. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. À la une de cette semaine, alors bien sûr, cette décision de l'UEFA qui a fait grand bruit, celle de rejeter la demande de la ville de Munich d'illuminer l'enceinte du stade pendant le match Allemagne-Hongrie aux couleurs arc-en-ciel du drapeau de la communauté LGBT+, en signe de protestation contre la politique de la Hongrie à l'égard de cette communauté et en particulier contre une loi hongroise qui assimile l'homosexualité, la pédophilie et la pornographie. La controverse a pris de l'ampleur au point que les Allemands l'appellent désormais le Rainbow Gate. Il y a eu des réactions des joueurs comme Antoine Griezmann qui a tweeté une photo du stade de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais aussi des villes allemandes, Berlin, Francfort, Cologne ou encore Düsseldorf qui ont annoncé qu'elles se pareraient des couleurs de l'arc-en-ciel. Angela Merkel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, la France également, par l'intermédiaire de Clément Beaune, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires européennes, ont pris position contre la loi hongroise. La question s'est invitée au sommet européen. 17 pays membres, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie, ont interpellé dans une lettre commune les chefs de l'Union européenne et le secrétaire général de l'ONU sur la nécessité de faire respecter les valeurs européennes, sans mentionner la Hongrie. La lettre déplore des menaces contre des droits fondamentaux et en particulier le principe de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, est allé jusqu'à affirmer que la Hongrie n'avait plus rien à faire dans l'Union européenne. On l'écoute et on écoute également Emmanuel Macron, c'était un peu plus tôt aujourd'hui. Pour moi, avec cette loi, ils n'ont plus rien à faire dans l'UE. Mais je ne suis pas le seul à décider. Il y a 26 autres pays. Cela doit être fait étape par étape. Je ne suis pas favorable à utiliser l'article 50 parce que quand on a un problème avec un État membre, on essaie de le régler justement et de le tenir au contact. Parce que c'est le pouvoir, c'est la gravité européenne qui permet de ramener du monde sur nos valeurs et notre modèle. Si on exclut tout de suite dès qu'on a un problème, on diffracte, on diverge et on va conduire des gens qui sont à quelques milliers de kilomètres de nous à penser que leurs valeurs sont plus proches des conservateurs russes et des antilibéraux russes, voire des Chinois. Ziad, on va parler justement de cette différence entre Mark Rutte et Emmanuel Macron, mais avant cela, je voudrais tout de même lire le texte, ce texte adopté donc le 15 juin par le Parlement hongrois. Il interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Je cite, « La pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. » Ça, c'est le texte donc voté en Hongrie. Et il faut vraiment noter que c'est un peu la première fois qu'autant de pays européens se mobilisent et proclament justement la nécessité de respecter les droits. C'est pas un tout nouveau débat. Ça fait un certain temps que la Hongrie et d'autres militent pour une politique très restrictive en matière d'égalité sexuelle et sur la question plus spécifique LGBT. Mais c'est la première fois qu'il y a un texte de loi et c'est la première fois qu'en fait ce débat sociétal qui était présent mais jamais sur la table, débarque sur la table brutalement en plein Conseil européen. Et donc les pays sont obligés de se positionner, de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Et donc il y a clairement deux Europes, en tous les cas celle ce qu'on appellerait des droits traditionnels libéraux, la France, la Hollande, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, etc. Il y a l'Europe centrale avec un autre monde, d'autres cultures, dont je pense quand même, on en parlait un petit peu avant l'émission, dans lequel il y a aussi beaucoup de manipulations politiques. C'est des régimes qui ne sont pas si forts que ça en ce moment. C'est des régimes dont les sondages... Le régime d'Orban, en l'occurrence. Orban, la Pologne, les Slovaquies. Démocratie illibérale, comme les appelle Emmanuel Macron. Autoritaire. Leurs sondages
sondages sont pas bons, ils ont des problèmes Covid, ils ont des problèmes de situation économique, ils ont perdu beaucoup d'élections, en particulier dans les grandes villes qui sortent de cette espèce de conservatisme. Et donc, on a un peu tendance à allumer les braises sur des dossiers comme ça pour recadrer les troupes, etc. Et autant qu'en Occident, j'allais dire en démocratie libérale, on dit qu'on est très libéral, mais la réalité, si vous allez un peu dans le détail, on n'est pas si libéral que ça non plus. Sauf que c'est absolument impensable que dans le corpus des lois, ça apparaisse, mais dans le débat sociétal, on l'a vu par exemple dans des questions comme le mariage pour tous, on a vu la violence de l'affrontement que ça a été en France. Donc on ne peut pas dire aussi que c'est un sujet qui est totalement... Et en Hongrie d'ailleurs, il y a eu des manifestations contre cette loi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la divergence entre libéraux sur la manière de traiter le problème. Est-ce qu'il faut pousser les Hongrois dehors ou est-ce qu'il faut au contraire essayer de les maintenir à l'intérieur du club ? Ma tentation, c'est de penser que c'est mieux de les avoir à l'intérieur du club pour justement mettre la pression systématiquement que de les laisser. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de bluff. Je pense pas que... chaque fois que les Hongrois ont été mis au pied du mur, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient menacés de sanctions ou de sorties, ils ont toujours trouvé le moyen de négocier une espèce de statu quo qui les rendait acceptables. Jean-Christophe Cloquart, alors c'est vrai que la Hongrie ne veut pas quitter l'Union européenne. Eux, c'est ce qu'ils disent, bien sûr. C'est un tweet de la ministre hongroise de la Justice. Mais à quel moment faut-il prendre des sanctions ? Parce qu'il y a une procédure de sanctions financières que l'Europe pourrait prendre, mais à l'unanimité, je crois. Ouais, alors on peut redire effectivement que c'est très choquant que dans un même projet de loi, on assimile effectivement pornographie, pédophilie, homosexualité. C'est totalement choquant. Et effectivement, il y a ensuite, on constate qu'il y a des sociétés effectivement qui sont très conservatrices et des régimes aussi qui sont très conservateurs et qui vont, c'est ce qu'on voit en Hongrie ou en Pologne par exemple. Pour eux, ce qui est important, c'est le règne de la majorité. Et quand vous êtes au pouvoir, en quelque sorte, vous avez tous les pouvoirs et vous allez pouvoir construire la société que vous voulez pousser. Parce que le Fidesz a la majorité au Parlement. Exactement. Faut le rappeler, alors parti de on voit que en Europe occidentale, on a plutôt effectivement des démocraties libérales et l'attention, elle est beaucoup plus grande sur les minorités. L'enjeu de l'égalité entre tous dans les sociétés occidentales est très très fort. Et sur le plan sociétal, sociétal, on voit que l'enjeu de l'égalité, faire en sorte que toutes les minorités soient bien prises en compte et puissent être à égalité avec la majorité, on va dire, quelle qu'elle soit, que ce soit une majorité politique, une majorité sur le plan sociétal, etc. Donc, on a vraiment deux modèles qui s'affrontent au sein de l'Union européenne aujourd'hui entre des modèles qui promeuvent les minorités et qui soutiennent les minorités et d'autres pour qui c'est la majorité qui doit imposer son point de vue. Et Orban, c'est vraiment ça, c'est ça la démocratie libérale et c'est aussi une logique assez patriarcale, vous voyez, c'est la famille. Il a défendu son projet de loi en disant moi, le but du jeu, c'est juste de faire en sorte que l'éducation sexuelle, ça reste à l'intérieur de la famille, par exemple. Et bon, ça, c'est effectivement un registre qui concentre sur la famille et un peu sur une vision patriarcale les enjeux d'éducation. Et la Hongrie devrait être expulsée de l'Europe ? Elle devrait quitter l'Europe ? Non, franchement, je pense que Mark Rutte, là aussi, on voit qu'il y a un positionnement très idéologique de sa part. Le fait que ce soit 3 premiers ministres libéraux, enfin, le luxembourgeois, le belge et le néerlandais qui ont été les plus moteurs, les plus dynamiques, ça montre aussi que pour eux, cet enjeu est politiquement très important et donc ils sont très offensifs sur ce sujet. Mais je pense que Mark Rutte a tort. Enfin, il faut effectivement peser sur le régime hongrois. Je pense que si la loi est, j'allais dire, anticonstitutionnelle, il y a des recours possibles en Hongrie aujourd'hui. Il y a une opposition. Il y a une opposition en Hongrie. Et puis ensuite, il peut y avoir des recours aussi jusqu'à la Cour de justice européenne. Donc voilà, il existe des instances et il ne faut pas aller tout de suite monter sur les grands chevaux. Patricia Limonière, l'Europe devrait aller plus loin en termes de sanctions contre la Hongrie. Alors, je pense qu'il est très difficile, à l'heure où l'Europe est confrontée à tous les soucis issus du Brexit, de mettre encore l'Europe en difficulté, parce que le bras de fer pourrait conduire encore à une autre
pas scission, mais enfin une autre crise européenne, et je crois que l'Europe a besoin de se relever de cette crise qu'elle est en train d'affronter, qui est la crise du post-Brexit. Ce qui est démontré par cette histoire, c'est la puissance phénoménale du sport. Parce que la Hongrie, si vous voulez, est déjà confrontée à d'autres problèmes sur le plan juridique, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan même des individus qui ont été confrontés à des surveillances inacceptables au niveau européen. Eh bien, il y a eu, la Hongrie est poursuivie, même elle est visée par une procédure européenne sur les questions de justice. Eh bien là, on voit que les sportifs s'emparant d'une question arrivent à enflammer beaucoup plus le monde entier pratiquement sur cette question. Donc on voit la puissance du sport et puis on voit aussi la position particulière de l'UEFA qui d'un côté se dit neutre et puis qui d'un autre côté accepte le brassard du capitaine allemand aux couleurs des LGBT. Donc le milieu sportif est un milieu très puissant sur un plan politique et il est encore entaché de plein d'ambiguïtés comme on peut le voir avec les décisions parfois contradictoires de l'UEFA. Justement, l'UEFA dit on ne fait pas de politique. C'est ce qu'ils ont invoqué comme... Et oui, on ne fait pas de politique et en même temps... Et en même temps, ils en ont fait... Et en même temps, on accepte que le capitaine allemand porte le brassard à ses couleurs. Ziad, c'est vrai, on ne fait pas de politique, mais en même temps, en décidant de ne pas illuminer le stade, on fait de la politique ? On en fait tout le temps, en fait. On cherche un mi-chemin, on cherche un passage entre les écueils, parce que l'UEFA, eux, c'est le foot et l'argent. Donc tout ce qui vient perturber le foot et l'argent est un problème. Donc si on peut le mettre de côté, mais en même temps, l'UEFA, elle est sensible au mouvement d'opinion. Et puis l'Allemagne, c'est pas n'importe quoi. Donc on est obligé d'écouter ce que pensent les joueurs. Ils n'ont pas que ça comme problème. Il y a si on parle de foot, par exemple, il y a la Coupe du Monde au Qatar, dans 2 ans. Il y a des gens qui parlent de boycott en Norvège, etc. Bon. On ne peut pas exclure des compétitions comme ça, on ne peut pas exclure le foot ou les Jeux Olympiques de la vie publique. Et comme disait Patricia, c'est des loupes extrêmement fortes. Mais ça n'empêche pas, et effectivement, il ne faut pas déstabiliser l'Europe, mais ça n'empêche pas que ces débats sociétaux vont devenir extrêmement importants. L'Europe s'est construite sur l'économie, on a réglé le problème anglais parce qu'ils n'avaient pas la même perception que nous, mais cette Europe-là, elle a aussi des questions sociétales à traiter. Est-ce qu'il faut faire un débat, c'est ce que suggère Emmanuel Macron, un débat justement sur ces questions de valeurs? Prenez par exemple le cas de l'avortement. C'est pas réglé partout. C'est pas une valeur, enfin c'est pas quelque chose d'universellement admis en Union européenne. Pologne, si vous parlez avec des conservateurs espagnols, ils sont vent debout sur tout ce qui pourrait changer, tout ce qui pourrait libéraliser. Si vous prenez les questions d'adoption, dans les mariages de même sexe, si vous prenez tout ce qui est lié au sociétal, à la famille, à la sexualité, c'est explosif parce que c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes gens, ils ont pas la même éducation, et en plus il y a des politiciens qui se prêtent assez facilement au jeu de la manipulation pour serrer les troupes. Donc forcément, on va en entendre parler. Mais est-ce qu'il faut justement, je reviens sur ces sanctions, que peut faire l'Europe en termes de sanctions? Parce que ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que venait de dire Patricia, ça fait un moment, ça fait plusieurs années que ces démocraties libérales, et en l'occurrence Viktor Orban, franchit le Rubicon dans un certain nombre de lois qui va à l'encontre effectivement de la séparation des pouvoirs, donc démocratie illibérale oblige. Et pour le moment, il n'y a pas eu de décision unanime contre la Hongrie. Que peut faire l'Europe à partir du moment où elle est obligée de prendre une décision unanime pour les sanctions? Il n'y a pas eu de décision unanime parce que la Pologne a voté avec elle et a empêché effectivement l'unanimité des 26 à l'époque. Tout le groupe de Visegrad reste soudé. Sur un point précis, vraiment, à un moment, la Hongrie avait seulement le soutien de la Pologne. Mais ça suffisait pour empêcher effectivement l'unanimité qui était nécessaire. Mais il y a eu quand même un changement, c'est justement ce fameux plan de relance. Et donc, 750 milliards d'euros qui ont été, donc, c'est l'accord, il y a pile un an qui avait été pris à Bruxelles entre tous les chefs d'État et de gouvernement. Et il y avait eu ce bras de fer précisément avec Viktor Orban à l'époque, parce que la plupart des autres pays, Macron, Merkel, Rutte, voulaient, et Rutte était, c'est pour ça aussi qu'il revient sur ce sujet, il était sur l'enjeu de la conditionnalité. Et dès lors qu'il y avait que les Européens constataient une violation de l'état de droit dans un pays, les aides devaient pouvoir être remises en cause et le versement des aides de ce plan de relance. Non, alors parce que le plan il est en train d'être mis en place en ce moment, mais il y a quand même la décision a été prise
avec un petit subterfuge ou quelque chose qui permet à Orban de gagner du temps. Il fait une sorte de procédure vers les instances judiciaires européennes pour dire est-ce que vraiment cette décision sur la conditionnalité qui a été prise par les autres pays, est-ce que vraiment c'est légal ? On s'attend à ce que les instances européennes judiciaires disent oui, c'est légal. Et donc, à partir de là, dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura une conditionnalité de l'aide versée aux pays qui violeront l'état de droit. Nicolas Vado, comment les dessinateurs ont-ils croqué cette actualité ? C'était une actualité assez, on va dire, facile à faire. Je vais vous montrer 4 dessins, en commençant par le plus violent de tous, de Thierry de Royard, qui est hollandais, comme Mark Rutte. Et vous voyez ce dessin où on voit des enfants qui rentrent à l'école et quand ils essayent d'en sortir, ils sont pris dans une traditional Hungary sausage. Mais évidemment, cette saucisse a un aspect extrêmement phallique, donc il prend au pied de la lettre ce qu'a dit Orban sur le fait de combattre la pornographie. Et c'est ça qui est très fort dans ce dessin, c'est qu'il arrive à ridiculiser le discours de Orban juste avec une image qui dit plein de choses sans rien dire du tout. C'est ça qui est très fort dans ce dessin. Alors, les autres dessins que je vais vous montrer, c'est sur le football par rapport à l'homosexualité, avec évidemment le drapeau homosexuel qui est très visuel, très graphique, qu'on utilise très souvent. Et là, on voit l'UEFA en fait qui remet le drapeau homosexuel en gris, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire de vagues. Et ça montre toute l'hypocrisie de l'UEFA par rapport aux revendications LGBT. Et ça, c'est un dessin de Del Rosso, qui est un dessinateur italien. Et puis, je vais vous montrer un dessin de Gargalo, qui est un dessinateur portugais, qui est très très beau, je trouve, parce qu'il montre la coupe de l'Euro et tous les footballeurs qui sont de plusieurs pays différents, mais qui portent haut les valeurs du drapeau homosexuel. Je trouve que c'est un dessin qui est très très fort visuellement et qui montre la force du sport, comme disait Patricia Alémonière tout à l'heure, par rapport à cette question-là. Et je termine par un dessin extrêmement drôle de mon confrère Pierre Kroll en Belgique. Vous pouvez pas exhiber un logo comme ça. Il y a des gens qui haïssent les homosexuels à mort et nous respectons toutes les opinions, avec derrière des supporters qui crient PD comme ils peuvent, parce qu'évidemment les supporters dans un stade de foot, surtout quand ils sont éméchés, sont pas d'une grande finesse. Et je trouve que c'est un dessin qui est très drôle et qui illustre toute l'ambiguïté du discours de l'UEFA par rapport aux revendications politiques, et dire que le football n'est pas politique, c'est un fiefé mensonge. Patricia Alémonière, vous avez 1 minute pour réagir, 1 minute 30 avant la fin de la première partie. Oui, c'est ce qu'on a dit, le foot est capable de mobiliser complètement une opinion publique, et en même temps de la laisser un peu désemparée en autorisant certaines choses, en interdisant d'autres. Et il n'y a pas de règles précises sur le plan du non-politique dans le sport. Je pense que le sport est politique, même s'il se veut apolitique. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 4. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. Suite de la semaine dans le monde sur France 24, je suis toujours en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Avec nous Patricia Alémonière, grand reporter par Skype de Paris, et en direct de Bruxelles, Nicolas Vado, dessinateur pour Le Vif et l'Écho, membre de Cartooning for Peace. Autre une importante cette semaine, l'Éthiopie. L'Éthiopie et la province du Tigré en proie à un regain de violence. En début de semaine, un bombardement de l'armée éthiopienne aurait tué au moins 64 personnes et fait 180 blessés sur le marché du village de Togoga, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale régionale Mekele. La veille des élections législatives étaient organisées dans le pays, des élections test pour le Premier ministre. La province du Tigré n'y a pas participé. Abiy Ahmed, le chef du gouvernement éthiopien, combat depuis novembre dernier les forces tigréennes issues du parti rebelle, du Front de libération du peuple du Tigré. Et les Nations Unies estiment que 91% des habitants ont besoin d'aide humanitaire. Les États-Unis demandent une enquête indépendante, tout comme l'ONU. On a appris il y a quelques instants que 3 employés de Médecins sans frontières avaient été tués dans une attaque justement dans le Tigré. On écoute le porte-parole de l'armée éthiopienne. Nos avions ont des yeux. Ils peuvent identifier qui est civil et qui est combattant. C'est l'ère de la technologie. Ce fut un grand succès. Notre armée de l'air héroïque a accompli une mission réussie.
Ziad, bien sûr, il justifie cette intervention en disant qu'on peut reconnaître les civils. Pour le moment, en tout cas, on parle de 64 personnes au moins qui auraient été tuées. Alors, il faut redonner ce contexte. Il y a ces élections législatives, d'une part, avec un test véritable pour le Premier ministre actuel. Et puis, Premier ministre, d'ailleurs, prix Nobel de la paix, il faut le rappeler, prix Nobel de la paix qu'il a fait avec l'Érythrée. Et puis, le Tigré, donc, où il a déclenché vraiment une offensive il y a à peu près 7 mois, me semble-t-il, Abiy Ahmed. La situation humanitaire est catastrophique sur place. Manifestement, on parle de famine à la frontière du Soudan. D'abord, le scrutin de cette semaine est-il crédible, Ziad? Et que veut faire au final le Premier ministre? Le Premier ministre, il a besoin de légitimité populaire, entre guillemets. Il a besoin de montrer que l'Éthiopie continue de fonctionner envers et malgré tout la crise tigréenne. On attend des résultats. Alors, il n'y en a pas beaucoup de remontées, j'allais dire, fiables sur ce qui se passe, mais on attend des résultats. Et donc, c'est une élection qui s'est jouée dans les 8/10 du pays, qui est un pays fédéral au sens assez particulier. C'est une fédération de peuples. Donc les États fédérés, en fait, c'est des nations. Donc il faut qu'elles cohabitent ensemble. Et donc le modèle est extrêmement fragile, ambitieux. Et à l'origine de la crise tigréenne, il y a la volonté de l'appareil tigréen à l'époque d'imposer en fait une élection, enfin d'imposer une règle à l'État fédéral, et donc on était dans une sorte de sécession. Oui, enfin il y avait des élections, ils les ont faites envers et contre tout malgré l'opposition d'Addis. Les Tigréens, c'était après il faut remonter un peu dans le temps, étaient centrales à Addis Abeba au pouvoir avant l'arrivée d'Abiy Ahmed, et donc il y a eu une espèce de redistribution des règles à l'intérieur de l'Éthiopie. Pays immense, 100 millions d'habitants, peut-être plus probablement. Donc une lutte de pouvoir finalement un peu entre Abiy Ahmed et le une lutte de pouvoir, et les une lutte de nationalité, une lutte à l'intérieur d'un système qui est par nature fragile parce que c'est une coexistence de multiples entités. Ensuite, il y a eu une pause. Enfin, il y a la question érythréenne, puisque les Érythréens, qui étaient les ennemis absolus de l'Éthiopie, sont devenus les meilleurs amis de l'Éthiopie pour régler la question tigréenne, puisque les Tigréens sont les ennemis de l'Érythrée. Enfin, on a tous. Ils aident le gouvernement. On a tous ces éléments-là, mais la réalité, surtout, in fine, c'est qu'on pensait que l'Éthiopie avait dépassé d'une certaine manière les possibilités de l'éclatement civil, de la guerre civile, et on s'aperçoit que c'est une réalité qui n'est pas dépassée, et que ce qui se passe aujourd'hui et le bombardement n'est pas bon signe. D'après, en tous les cas, les correspondants d'un certain nombre de quotidiens français, je pense en particulier à un article dans Le Monde aujourd'hui, où le journaliste estimait qu'en fait, c'est plus le fait que les forces tigréennes reprennent des positions sur le terrain, ce qui fait que les forces éthiopiennes sont confinées en ville, à Mekele et dans les grandes villes, et donc la guerre repart après quelques semaines d'accalmie. Elle risque d'être longue du coup. Oui, c'est le genre de conflit et l'Éthiopie qui était une force de croissance dynamique économique, la croissance baisse, il y a des sanctions américaines, enfin on a tout le cercle vicieux dans une région, la Corne de l'Afrique, qui est quand même explosive, avec la Somalie, les Chebab, le détroit de Bab el-Mandeb, Djibouti, où il y a un certain nombre de forces militaires internationales, dont la France, les États-Unis, le Japon, la Chine. Enfin, on a une carte quand même assez volatile. Jean-Christophe Ploquin, oui, c'est vrai que c'est un enjeu international en fait. Complètement, parce que c'est vrai que l'Éthiopie apparaissait depuis quelques années comme un pilier de stabilité. C'était un pays, effectivement, je crois que Ziad a vraiment bien décrit la mosaïque de ce pays. Il y a eu d'ailleurs auparavant des dictatures. Enfin, c'était sans doute tellement compliqué qu'il y a eu plusieurs dictatures qui se sont succédées. Et on pensait qu'effectivement, il y avait un modèle de développement. Je ne dis pas un modèle démocratique. 8% de taux de croissance. Mais il y avait un modèle de développement. Et donc, c'est un petit peu ce modèle qui est en train de se briser. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu humanitaire extrêmement important. Enfin, et donc, il y a une mobilisation. Moi, je suis très étonné qu'en Europe, par exemple, il n'y ait pas davantage d'écho de cette guerre au Tigré, qui est absolument effroyable, qui effectivement pousse des centaines de milliers de civils à l'exode, avec des risques de famine très graves, les associations humanitaires qui ne peuvent pas rentrer sur la zone, et la mort là qu'on vient d'apprendre de 3 travailleurs humanitaires de MSF montre bien les risques.
Et donc, je suis stupéfait, moi, de voir combien les Européens, on en parlait tout à l'heure, ne sont pas plus audibles sur ce sujet. Les États-Unis, effectivement, pour qui ont pourtant des relations très fortes avec l'Éthiopie depuis l'arrivée de Joe Biden, vraiment ont haussé le ton et ont déclenché des sanctions. Je trouve qu'en Europe, on ne s'intéresse pas assez à ce qui se passe en Éthiopie. Patricia Lémonière, c'est une sorte de un modèle éthiopien qui vacille. Ah oui, c'est un modèle éthiopien qui vacille. Ces élections étaient nécessaires pour le président parce qu'il a besoin de s'assurer une crédibilité, mais sur un plan international parce qu'il a besoin de financement pour faire relever son pays et surtout l'entraîner là où vous voulez l'entraîner, c'est-à-dire d'être en gros le fleuron économique de l'Afrique. On en est très loin, 20% d'inflation, une croissance effondrée comparée à ce qu'elle était avant, plus de 10%, ce qui faisait rêver effectivement les grandes firmes multinationales du monde. Alors aujourd'hui, face à la crise, eh bien, les États-Unis ont haussé le ton, mais ils n'iront pas guère plus loin parce que les États-Unis ont besoin d'un pôle de stabilité dans cette région. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un autre pays dans cette région qui est face aux zones pétrolières, un pays déstabilisé. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Éthiopie joue très habilement de son amitié renouvelée avec la Russie. Il y a 2 jours, je crois, ou hier encore, le ministre des Affaires étrangères éthiopien rencontrait le ministre des Affaires étrangères russe et se félicitait de l'entente entre les 2 pays. Donc l'Éthiopie, eh bien, se moque un peu finalement, apparemment en tout cas, se moque un peu des menaces américaines. L'Éthiopie sait que l'Amérique a besoin de la stabilité dans la région, donc elle joue de son alliance nouvelle avec les Russes, avec la Chine, et donc elle a ce pays a un peu les mains libres pour l'instant. Reste, comme on l'a souligné dans le débat, cette immense crise humanitaire, 300 000, 400 000, on ne sait même pas, personnes qui meurent de faim actuellement, enfin qui sont dans un état déplorable, et puis tout le reste du pays, puisque l'économie n'est pas repartie, il y a de plus en plus de chômage, il y a une crise qui s'approfondit, et c'est tout l'enjeu de cette élection. Comment relancer ce pays? Ziad, vous dire un mot? Oui, parce qu'il y a la théorie du too big to fail, comme on dit pour les grandes banques. C'est trop grand, c'est trop puissant pour se casser la figure. Mais quand même... Pas de risque d'éclatement, Si, justement, je pense quand même qu'il faut reprendre l'historique des choses. Abiy Ahmed arrive avec un agenda réformateur. Ça, c'est très très clair. Décrispation, il y a 2 ans, décrispation politique, ouverture économique. Il faut quand même se rappeler que c'est une économie assez post-soviétique, en fait. Donc, monopole, etc. Donc, ouverture des privatisations, on fait rentrer les capitaux, etc. Et ça déraille sur une question nationale. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri encore, en ce moment en Afrique, de la résurgence de ces questions nationales, de ces questions d'identité régionale qui font sauter le système. Nicolas Vado, les dessinateurs. Montrer 3 dessins et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de dessins de dessinateurs européens sur l'Éthiopie, donc ça en dit long sur le fait qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe là-bas. Je vais commencer par ce dessin de Brandan, qui est un dessinateur sud-africain. C'est paru dans Business Day. C'est un dessin que j'aime beaucoup parce qu'il montre l'ambivalence de Abiy Ahmed. Il suffit de regarder son regard qui est très bien croqué, c'est-à-dire qu'il a sa médaille du prix Nobel de la paix, mais qu'il est en train de repeindre aux couleurs militaires. Donc il y a toute l'ambivalence de ce prix Nobel de la paix qu'il a reçu derrière, surtout quand on voit ce qu'il y a derrière la fenêtre, c'est-à-dire le tigré qui brûle. Donc c'est un dessin que je trouve très simple et très très fort. Et puis je vais vous montrer un dessin de Mikaya, dessinateur français, qui est très simple et très violent en même temps. Éthiopie, la famine menace 350 000 personnes. On n'est pas vacciné contre la faim. Je trouve que ça a le mérite de remettre les choses en perspective et de remettre nos petits problèmes européens en perspective par rapport à cette famine qui est en train de toucher cette région du monde. Et même chose, un dessin très simple de Aden, qui vient de France aussi, où on voit qu'au milieu, on a un enfant qui meurt de faim et il est couvert. Eh bien, ce sont évidemment des armes. C'est un dessin très simple, mais qui dit énormément de choses. Très fort, effectivement, ce dessin. Mais on retourne en Europe, justement, avec cette actualité en Espagne cette semaine, qui a aussi défrayé la chronique. Pedro Sánchez, le
chef du gouvernement, a gracié les leaders indépendantistes catalans. Et il a appelé à un nouveau départ entre l'Espagne et la Catalogne. Le chef du gouvernement socialiste joue donc l'apaisement 4 ans après, vous vous souvenez, de la tentative d'indépendance de la Catalogne. 9 responsables séparatistes vont donc sortir de prison, mais ils restent inéligibles. Et l'opinion publique en Espagne est divisée. Selon un sondage Ipsos, 53% des Espagnols sont opposés à cette démarche du chef du gouvernement. En Catalogne, en revanche, une très large majorité, 68%, y est favorable. On écoute le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Les raisons d'utilité publique qui motivent cette décision, ces mesures de grâce, ont à voir avec la nécessité de rétablir la coexistence et la concorde au sein de la société catalane et de la société espagnole. Le gouvernement espagnol a pris cette décision parce que c'est la meilleure pour la Catalogne, parce que c'est la meilleure pour l'Espagne et la plus conforme à l'esprit de concorde et de coexistence de la Constitution espagnole. Pas simple cette décision tout de même, hein, Ziad Hummel. Est-ce qu'il est courageux, Pedro Sánchez, parce que même au sein de son parti, au PS, ils sont plutôt opposés à cette reprise de dialogue, enfin ce dialogue tout court d'ailleurs. Et on ne parle même pas du côté du PP, le Parti populaire à droite, ils sont déjà en train d'exercer des recours. C'est le fameux adage, on ne fait pas la paix avec ses amis. Donc si on lance un processus de pacification, on le fait forcément avec des gens qui sont opposés. Et les condamnations qui avaient été prononcées par la justice espagnole étaient quand même étaient très très dures. Donc je pense qu'il y a un véritable geste d'ouverture dans un pays de l'Union européenne. On va voir si ça fonctionne des deux côtés. Bon, après, il y a les petits détails politiques. Hein. La majorité actuelle est soutenue du bout des lèvres et du bout des doigts, mais elle est quand même soutenue par des partis, je ne sais pas si on peut dire indépendantistes, catalans, qui sont représentés au Parlement. Mais quand même, je trouve que voilà, dans le magma des mauvaises nouvelles, voilà le signe de quelque chose de courageux, une tentative de débat. On va voir si ça répond positivement de l'autre côté, parce qu'il faut que ça fonctionne des deux côtés. Mais parce qu'en fait, il les a graciés, il ne les a pas amnistiés. Donc oui, ça aussi, mais ça fait débat. d'un autre côté, quand on commence un processus de négociation, on ne donne pas tout d'un coup. On donne un bout et puis on voit si ça répond, etc. Et puis, moi, je me rappelle de débats particulièrement enflammés sur ce plateau à l'époque. C'est toujours le cas. Hein. Oui, mais sur la Catalogne, il y avait des choses particulières. Enfin, c'était vraiment on sentait vraiment des positions très très tranchées. Moi, je pense que le rêve espagnol refondé est un rêve intéressant. Le rêve espagnol modernisé est un rêve intéressant, mais il faut toutes les composantes de ce pays. Et donc, c'est pour ça que je trouve que cette démarche est assez à la fois courageuse. Et puis, c'est un Premier ministre qui est un petit peu, comme on le dit, un peu quand même fragile, et donc il fait un geste politique très fort. Jean-Christophe Poquin. Ah oui, moi je trouve que c'est un geste courageux, mais aussi intelligent. Et puis aussi, il a un discours où il a pris beaucoup de hauteur, effectivement, avec son appel à refonder un petit peu un vivre ensemble et la coexistence en Espagne. Il est allé quand même le prononcer à Barcelone, dans le théâtre du Liceu, dans un cadre, voilà, au cœur un peu de l'identité catalane. Et donc, voilà, c'était le président du gouvernement espagnol qui venait, j'allais dire, en ami et pas faire de la provocation au cœur de Barcelone. Donc moi je trouve que c'est très intelligent aussi parce qu'il fait cette démarche alors que les séparatistes ou les sécessionnistes ou les indépendantistes catalans, les partis sécessionnistes catalans sont finalement assez faibles en ce moment. Lors des élections régionales en Catalogne, enfin provinciales en Catalogne en février, il y a eu un taux d'abstention très important. Les deux principaux partis sont arrivés d'abord derrière le Parti socialiste local et les deux partis indépendantistes ont essayé de former une coalition, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'animosité entre eux. Donc il n'y a pas une scène catalane unifiée aujourd'hui. Et donc c'est un bon moment pour Madrid pour essayer de reprendre la main et de le faire de façon pacifique et sans braquer finalement l'identité catalane. C'est d'un accord possible pour l'instant. C'est à définir, je pense, c'est à négocier. Patricia Lémonière, l'opinion publique, je le rappelle, est divisée tout de même. Selon ce sondage, 53% des Espagnols qui sont opposés à la démarche de Pedro Sánchez. En revanche, en Catalogne, ils y sont majoritairement favorables. Oui, l'opposition n'est pas surprenante. D'ailleurs, il y a des recours en justice qui sont lancés par les partis de droite espagnols. Mais je crois que, comme l'ont dit mes deux confrères, effectivement, c'est un acte courageux qui a été fait là par le Premier ministre espagnol, dans un contexte qui lui est plutôt favorable sur le plan
catalan, parce qu'effectivement les indépendantistes sont très divisés, ils l'ont toujours été. C'est très rare quand ils arrivent à se mettre d'accord, mais là ils le sont plus particulièrement. Et donc c'est effectivement un moment opportun, d'autant qu'il y a une énorme pression du monde des affaires pour qu'on règle ce problème. C'est vrai que la Catalogne, effectivement, c'est le poumon, c'est un des poumons économiques de l'Espagne. Les hommes d'affaires et les Européens ont poussé à ce geste. Et je crois que par derrière, il y a eu beaucoup de tractations qu'on connaîtra peut-être un peu plus tard. Nicolas Vado, les dessinateurs sur cette question catalane, et puis vous allez aussi nous montrer un ou deux dessins sur la rencontre d'Anthony Blinken d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Paris, le secrétaire d'État américain. Voilà, et puis d'abord, quand on parlait de football tout à l'heure, on disait que c'est pas politique, il faut voir la sélection de Luis Enrique de l'équipe d'Espagne, il n'y a aucun joueur du Real Madrid, donc tout est dit de ce point de vue-là. Mais par rapport à la Catalogne, je vais vous montrer ce dessin d'il y a 4 ans. Vous avez parlé tout à l'heure d'esprit de concorde, c'est un dessin de Chapad d'il y a 4 ans, et ça permet de remettre les choses en perspective par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. On voit, est-ce qu'on les a convaincus avec le sécessionniste catalan qui se fait tabasser par les flics. Je trouve que c'est un dessin qui est très fort et qui illustre où on était il y a 4 ans et où on est aujourd'hui. Je trouve que c'est un pas tout à fait en avant qui est bien. Ce dessin très très drôle de Côté, qui est un dessinateur canadien, l'indépendance de la Catalogne a duré 8 secondes. Tu as aimé ça? J'ai préféré les préliminaires parce qu'évidemment, l'indépendance de la Catalogne n'a pas duré très longtemps. Donc, c'est un dessin qui est au 14e degré, mais que je trouve extrêmement drôle. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis, un dernier dessin de Gargalo, dessinateur portugais. Il y a de la belgitude dans ce dessin parce que, comme vous le savez, Carles Puigdemont, lui, n'a pas été gracié et lui est toujours chez nous en Belgique. Et ce qui est quand même cocasse, c'est qu'il est en Belgique parce qu'il a été invité par la NVA, le parti nationaliste flamand. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il n'habite pas du tout en Flandre, il habite à Waterloo, du côté francophone. Donc je trouve que c'est assez hypocrite de sa part quand même. Et vous voulez que je termine par Blinken? Oui, un petit 2-3 dessins, on a le temps. On n'avait pas beaucoup de dessins sur Blinken, j'en ai un dessin Blinken. Qui est de moi que j'ai fait il y a 2 semaines par rapport au sommet de l'OTAN et montrer que les membres de l'OTAN ont besoin d'être unis par rapport à l'adversaire chinois. Et c'est pour ça aussi que Blinken est en Europe actuellement, c'est pour ressouder les liens transatlantiques et les liens de l'OTAN par rapport à cette grande puissance qu'est la Chine. Quelqu'un veut rebondir peut-être sur la rencontre Blinken? C'était pas simple. C'était pas simple, non. Ah bah non. Moi, je peux dire un mot. Je peux dire un mot parce que j'étais à la conférence de presse commune de Blinken et de Jean-Yves Le Drian. Et alors, vous savez que quand il était à Berlin, il a dit que l'Allemagne était l'allié, le meilleur allié, le meilleur ami. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va trouver pour les Français? Et donc, à un moment, il a parlé de la France partenaire idéal pour défendre la démocratie. Et donc, voilà, je me suis dit que c'est ça la diplomatie aussi, c'est trouver les bons mots. Et comme demain, il sera à Rome, je ne sais pas ce qu'il va dire aux Italiens. Ils sont polygames, les Américains. Très gentils. Ils ont des amis idéaux, des meilleurs amis. Et ils travaillent surtout pour leurs propres intérêts, ce que montre très bien ce dessin. Offensif de charme. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ploquin. Merci Ziad Limam. Merci Patricia Alémonière. Et merci Nicolas Vado. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.